Alors, le terme dont s'est servi Dominique Bondu, le son inaugural, me fait trembler, parce que ma tâche est assez difficile. Imaginez que nous ayons, Français, quand même une majorité de Français ici, à expliquer devant un public allemand, par exemple, ou autrichien, ou même devant des Anglais ou des Américains, quel est l'état actuel de la littérature française. Nous serions sans doute assez embarrassés, d'abord parce que chacun d'entre nous a des auteurs qu'il aime, chacun de nous perçoit des courants, et pas toujours nécessairement les mêmes, et puis surtout, par définition, une littérature en train de se faire n'a pas encore été décantée et se trouve donc dans un état de chaos, de confusion, qui est son état naturel, je crois, l'état naturel de la création littéraire. Et donc, cherchant à vous présenter un peu un état des lieux récents, je me suis demandé jusqu'à quel moment il fallait remonter. Alors, je partirai simplement de la chute du mur de Berlin. Et tout de même, ça fait une période extrêmement longue, parce que tout simplement, il serait presque impossible de parler des littératures de langue allemande si on devait remonter, si on devait partir, par exemple, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup trop d'auteurs importants. Donc ce que je vais dire est simplement une analyse un peu subjective de quelques tendances. Et je voudrais, bien sûr je revendique cette subjectivité, mes jugements de goût aussi, parce que je ne suis pas tout à fait un observateur neutre, puisqu'il y a plus de 20 ans maintenant que je fais publier, grâce à Verdier, que je fais traduire en français des livres de langue allemande. Je tiens beaucoup à cette précision, de langue allemande, parce que les Allemands sont minoritaires, les Allemands de nationalité sont minoritaires dans cette collection. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans cette rencontre qui nous réunit, il n'y a pas d'auteurs allemands au sens strict. Il n'y a que des auteurs de langue allemande, mais qui sont suisses, autrichiens. Et donc, c'est un peu un hasard. Ce n'est pas totalement une décision, mais ça dit bien à quel point ce qui compte pour nous, quand je dis nous, je dis moi et Verdier, c'est la langue allemande, c'est son destin, c'est ce qu'elle devient, son destin littéraire, et ce qu'elle doit assumer, ce à quoi elle doit faire face. Depuis une vingtaine d'années quand même, j'ai conçu un certain pessimisme sur la manière dont les Français perçoivent l'Allemagne d'abord, et les littératures de langue allemande, justement dans la mesure où très souvent l'allemand est assimilé à l'Allemagne, pays qui fait peur, surtout depuis sa réunification, qui n'a pas forcément très bonne presse et qui inspire des sentiments de méfiance, de toute évidence, au public. Je ne sais pas s'il y a il y a plusieurs éditeurs ici et ils pourraient dire s'ils partagent mon sentiment. De temps en temps, bien sûr, un livre allemand conquiert le grand public. Le Parfum de Patrick Süskind, Le Liseur de Bernhard Schlink sont quelques exemples illustres de ces livres qui vont très au-delà du public qui s'intéresse aux traductions de l'allemand, mais ce sont des exceptions, et je dirais presque que ce sont des exceptions qui confirment la règle, à savoir la difficulté que les Français ont à s'intéresser à la langue allemande et aux différentes cultures allemandes. Peut-être précisément parce qu'ils confondent la langue allemande et l'Allemagne et qu'ils ne perçoivent pas cette variété, cette diversité. Il y a un livre que je n'ai pas fait traduire, du moins pas pour l'instant parce qu'il est très gros, mais qui m'a moi beaucoup frappé, dont je vais vous parler très brièvement en prélude. C'est un livre de Michael Kleberg qui s'appelle Ein Garten im Norden, un jardin dans le nord, qui est un livre moi, qui m'a beaucoup frappé. L'auteur lui-même est un auteur parfois inégal, mais très intéressant. Vous pouvez lire de lui au moins un livre de nouvelles que je trouve excellent, mais qui a paru, je crois, chez un éditeur qui a aussitôt disparu, qui s'appelle Le communiste de Montmartre. C'est un très bon livre de nouvelles.
Mais très peu de choses ont été traduites de lui. Dans ce livre, un jardin au nord, il y a beaucoup de choses, c'est un livre très, très riche, et on voit notamment le héros qui découvre chez un antiquaire de Prague, un antiquaire un peu sulfureux, un peu hoffmannien, un peu diabolique, qui lui donne un livre sur l'histoire allemande, et un certain nombre de pages de ce livre sont blanches, et c'est à lui de les écrire. Et il se met à écrire l'histoire allemande telle qu'il aurait aimé qu'elle soit. Le livre a été très contesté, très discuté, il a eu aussi beaucoup de succès, et je me souviens d'un article publié sur ce livre qui disait ce livre, c'est « Pourquoi on ne peut pas aimer l'Allemagne ?» En effet, puisque l'auteur peut réécrire l'histoire, il va faire de Heidegger un philosophe de gauche qui s'est spécialisé dans les aphorismes pleins d'humour. Wagner est un auteur d'opérette, une sorte d'Offenbach allemand, qui a eu énormément de succès, notamment grâce à ses amis juifs, et donc parfaitement tout à fait philosémite. Et tout est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on voit, et même Hitler a réussi comme peintre mondain. Donc évidemment cette uchronie, comme on l'a dit, a pour complément l'histoire d'un jardin qu'un homme très riche de Berlin installe au cœur de la capitale pour que des intellectuels du monde entier puissent venir s'y retrouver, et des hommes politiques, et œuvrer à ce que la guerre ne revienne pas. Donc c'est vraiment une utopie, et en même temps, bien sûr, l'histoire, ce n'est pas d'une manière de nier l'histoire, c'est une manière de regretter tout ce que l'histoire allemande n'est pas, et de dire à quel point cette histoire, pour l'auteur de ce livre, qui a vécu très longtemps en France, à quel point cette histoire est une blessure. Ce retour de l'histoire, c'est un des faits très marquants dont je vais parler, ce retour de l'histoire allemande et de l'histoire européenne dans le roman, phénomène qui d'ailleurs existe aussi en France, et sans doute pour des raisons assez semblables. Donc en général, les Français, on voit l'Allemagne à travers les points les plus effrayants de son histoire. Ils n'ont pas toujours conscience de la manière dont les Allemands, et sur ce point-là les Allemands plus que les Autrichiens, mais les écrivains autrichiens sont là pour faire ce travail, la manière dont les Allemands ont examiné leur propre histoire, ont voulu y faire face, et se sont en fait livrés à un travail de mémoire, d'examen, de conscience qui est assez exemplaire, et en fait, je pense, assez unique dans l'histoire. Alors les histoires allemandes, il y en a plusieurs, on a bien fait de mettre un pluriel. L'Allemagne n'existe pas, ou du moins elle n'a pas une existence définie, et en tout cas l'Allemagne n'a jamais rassemblé, ne rassemblera jamais la totalité des Allemands. D'abord l'Allemagne, il y en a eu deux, de 1945 à 1989. Ensuite, il y a l'Autriche, qui, elle aussi, dont on parlera, aussi pays de langue allemande. Il y a la Suisse, de langue allemande. Et rien qu'avec ces trois pays, on a trois origines déjà très différentes, et peut-être même quatre, si l'on compte que même dans l'Allemagne actuelle, pour un auteur, le fait d'être né, parce que même beaucoup d'auteurs ont encore connu l'Allemagne de l'Est, le fait d'être né en République démocratique allemande implique des paysages, une inspiration, un rapport à l'histoire différent par rapport aux auteurs d'Allemagne dite de l'Ouest. Mais il y a aussi des auteurs allemands et des Allemands en Belgique. Il y a une minorité germanophone de Belgique, il y a le Luxembourg. Il y a encore des minorités germanophones et des auteurs de langue allemande qui viennent de Roumanie, comme le récent prix Nobel de littérature Herta Müller,
de Hongrie, comme Theresia Mora, qui est née en 1971 à Sopron et qui est venue tard en Allemagne, en Tchécoslovaquie. Par exemple, le romancier Maxime Billa, un des romanciers vraiment importants d'aujourd'hui, vous avez plusieurs livres à la librairie du Banquet, est né à Prague en 1960 et il est venu en Allemagne avec sa famille, à Hambourg, en 1970. Donc tout au long du XXe siècle, en fait, l'allemand a été tout autre chose que la langue de l'Allemagne. Et en fait, la littérature allemande se caractérise d'abord par un très grand nombre de nationalités possibles, d'identités nationales. Je rappellerai quelques cas exemplaires au XXe siècle. Elias Canetti, né à Roustchouk, en Bulgarie, qui a fait ses études à Vienne, qui a passé une très grande partie de sa vie en Angleterre, tout en faisant son œuvre en allemand. J'évoquerai aussi, puisque nous allons lire tout à l'heure, nous allons entendre des poèmes de Paul Celan, cette ville extraordinaire de Bukovine, Tchernowitz, où Celan est né en 1920, mais avant lui Rosa Ausländer en 1901, ou encore Gregor von Redzori en 1914. Redzori, auteur dont les mémoires sont surtout intéressantes, peut-être plus que les romans, qui de 1945 à 1984 a été officiellement apatride. Il n'avait pas de passeport, il s'était déclaré apatride auprès de l'ONU, et puis finalement il a choisi la nationalité autrichienne. Et de toute façon, il a passé presque toute sa vie en Italie. Et de très nombreux auteurs, d'ailleurs, allemands, résident pour une part importante de leur vie hors d'Allemagne. Il y en a qui sont durablement aux États-Unis, comme Patrick Roth. Il y en a qui ont vécu presque toute leur vie à Paris, comme Undine Grünter, que j'aimais beaucoup. Il y en a qui, comme Marie-Louise Kaschnitz ou Louise Rinzer ou Ingeborg Bachmann, pour une partie de sa vie, ont habité l'Italie et Rome. Donc la littérature allemande, en fait, est surtout définie par une langue. Elle est définie aussi, il faut bien le dire, par la puissance de l'édition allemande, car même beaucoup d'auteurs qui sont autrichiens, et il y a de très bonnes maisons d'édition en Autriche, publient en Allemagne ou finissent par publier en Allemagne, et ça ne date pas d'hier. C'était déjà le cas d'Arthur Schnitzler, de Hofmannsthal, de Rilke, de Stefan Zweig, qui tous publiaient en Allemagne et non pas en Autriche. Alors, c'est cette diversité de nationalités, de cas nationaux qui, peut-être, forme un des traits principaux de la littérature allemande d'aujourd'hui, le premier dont nous allons parler, et qui est l'irruption d'auteurs, parce que tous les auteurs dont je viens de parler, qu'il s'agisse de Rosa Ausländer, de Redzori, de Celan, ou même de Canetti. Le cas de Canetti est un peu différent, parce qu'il n'a quand même pas tout à fait parlé l'allemand dès sa naissance. Mais en fait, ce sont quand même des auteurs à qui la langue allemande s'est imposée comme une nécessité, pas comme un choix, pas comme un chemin qu'ils auraient fait à partir d'une autre langue familiale, par exemple. Et peut-être depuis une vingtaine d'années, un des traits majeurs de la littérature allemande d'aujourd'hui, c'est l'entrée en scène d'auteurs qui ne sont pas de langue maternelle allemande, mais qui ont choisi l'allemand. Et bien sûr, il y en a eu avant, il y en a eu depuis très longtemps. Un prix a été créé par la Fondation Robert Bosch à la fin des années 80 pour honorer ce type d'auteur. Et on l'a appelé le prix Chamisso, parce que Chamisso est un fils de grand auteur allemand, je ne sais pas que vous connaissez, est un fils d'aristocrate français. Il est né en Champagne, émigré en Allemagne à cause de la Révolution. Il est donc un peu l'archétype de l'auteur qui n'est pas né germanophone, mais qu'il est devenu. Si on s'interroge sur la raison du succès de ces auteurs, qui est très frappant, je vais en nommer quelques-uns, peut-être que pour la comprendre, il faut penser à des traits plus généraux de la littérature allemande des 20 dernières années, comme peut-être de la nôtre. D'ailleurs, les deux évolutions sont assez parallèles.
bien que l'Allemagne n'ait pas connu quelque chose du genre du nouveau roman, elle a connu une littérature extrêmement expérimentale dans les années, surtout à partir de la fin des années 60 et pendant les années 70, qui a fini par susciter une sorte de réaction, puisque le refus du récit, le refus de la narration, surtout de la narration linéaire, le refus du roman classique était extrêmement fort. Et il y a toujours eu, en tout cas dans l'histoire de la littérature allemande depuis la guerre, il y a eu des sortes de blocs de grands mouvements qui ont fait l'objet de révoltes successives. En avril 1966, à l'université de Princeton, un jeune homme a troublé une réunion du groupe 47, groupe qui rassemblait presque tous les écrivains importants de l'époque. On peut dire que le groupe 47 a été la littérature allemande, à lui tout seul presque. Ce jeune homme s'appelait Peter Handke, il avait fait le voyage pour assister à cette rencontre à l'université de Princeton, et il a pris la parole pour dire que la littérature produite par les membres du groupe 47 lui paraissait devenue d'un académisme effroyable, qu'elle ne se renouvelait pas, et pour réclamer une place pour les gens de sa génération. C'était Peter Handke, il est devenu célèbre du jour au lendemain grâce à cette intervention. 2 mois plus tard, sa pièce « Outrage au public », où le public est copieusement invectivé, était mise en scène, et depuis, vous savez à quel point il est devenu un auteur important. Alors, il n'y a plus jamais eu dans l'histoire d'intervention aussi éclatante, et surtout pas due à un individu, mais on pourrait évoquer vers la fin des années 80 la polémique déclenchée par 2 écrivains, juste à la veille de la chute du mur, si je me souviens bien, ou peut-être au lendemain, je n'ai pas retrouvé la date exacte, Maxime Biller, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Matthias Altenburg, qui avaient lancé une polémique en disant que la littérature allemande, à force de recherches formelles et de refus de la narration, était en train de s'épuiser, de ne pas réussir à dire la réalité de l'Allemagne contemporaine, de perdre son public et surtout de perdre entièrement, ou presque entièrement, son rayonnement international. Aucun auteur, après Günter Grass, n'ayant acquis le même genre de renommée. Et cette protestation, au nom d'une sorte de retour à la fiction, a été entendue. Elle disait quelque chose, et elle explique certainement une forme de changement dans les habitudes littéraires, c'est-à-dire le retour de la narration, le retour à une littérature dont les ambitions formelles sont moins de bousculer les codes ou les codes narratifs que de mettre en scène la diversité des langages, la diversité des identités, et de s'affronter de nouveau à l'histoire, et de le faire d'une autre manière que l'avaient fait les écrivains qui avaient connu la période nazie ou qui avaient affaire immédiatement à son héritage. Le temps a passé, ce n'est pas un temps d'oubli, ce n'est pas un temps d'effacement, c'est un temps de questionnement sous une autre forme, et notamment dans certains romans, en ne racontant plus les choses uniquement du point de vue des victimes, mais en interrogeant aussi le point de vue des persécuteurs, le point de vue des bourreaux, ce qui est toujours délicat à faire, mais que les écrivains ont réussi à faire en pratiquant des techniques de collage, de montage de texte, afin que les voies narratives s'enchevêtrent les unes avec les autres, et qu'ainsi l'histoire se trouve mise en perspective. D'un point de vue sociologique, néanmoins, je crois que le succès des écrivains d'origine étrangère en Allemagne, je le dis d'une manière rapide, de ceux donc qui ne sont pas de langue maternelle allemande, beaucoup de Turcs, mais on va voir aussi beaucoup d'autres, tient naturellement à l'importance de l'immigration, au phénomène migratoire, et au fait que le système éducatif a peu à peu produit des auteurs qui ont été formés à la langue allemande tout en venant d'autres horizons nationaux.
ayant des familles d'immigrés, donc des immigrés de la deuxième génération qui commencent à écrire, à raconter leur réalité. Il y a une chose très frappante dans cette littérature qui est parfois qualifiée de littérature de l'immigration, mais qui n'est pas tellement, qui n'est pas tellement perçue uniquement sur ce mode-là, et c'est vraiment un des points que je vais essayer de préciser. Il y a une chose extrêmement frappante, c'est que ce sont des auteurs qui tous reviennent à une sorte d'exubérance de la narration. Peut-être parce que, pour ceux qui viennent de Turquie ou du monde arabe, ou même de plus loin en Orient, l'idée un certain exotisme oriental qu'ils acceptent est liée à l'idée de la narration, l'idée d'une sorte de prolifération des histoires, pas forcément uniquement sur le mode des Mille et une nuits, mais l'Orient comme en quelque sorte le lieu de la fiction heureuse. Et je pense que ce goût des histoires, de la narrativité, se fait aussi bien souvent à travers des héros qui sont leurs doubles, de raconter leur arrivée en Allemagne, la difficulté pour un immigré de faire son chemin dans la société, fait que ces héros ont souvent un côté picaresque. Ils passent par des métiers improbables, ils essayent de survivre, et donc on a un retour en quelque sorte de cette narrativité, cette prolifération narrative propre au picaresque que les auteurs d'origine allemande, eux, pratiquaient moins. Et je crois que le public s'est engouffré dans cette littérature, que son succès dépasse de très loin la simple curiosité pour l'exotisme, parce que très tôt, dès le début des années 90, cette littérature a offert au public allemand ces histoires, cette prolifération narrative que la littérature de langue allemande elle-même n'avait plus fournie. Il y avait en quelque sorte une place à prendre. Alors il est impossible de les citer tous, mais peut-être que une des premières qui a marqué, parce qu'elle a eu le prix Ingeborg Bachmann en 1991. Le prix Ingeborg Bachmann est un prix très important parce qu'il est attribué en Autriche, à la frontière slovène, dans la ville natale d'Ingeborg Bachmann, et ce prix est attribué sur manuscrit. Et c'est devenu un prix tellement important que les débats du prix et les lectures des lauréats qui sont retenus pour le dernier, comment dit-on, le dernier tour de piste avant l'attribution du prix sont retransmis à la télévision. Et parfois le prix fait l'objet de discussions, de véritables scandales quand un auteur qui avait retenu l'attention de tout le monde n'est justement pas couronné. Donc c'est un petit peu l'équivalent pour la littérature, je ne sais pas, du concours Chopin de Varsovie pour le piano, si vous voulez. Et nous, en France, évidemment, nous regardons ça comme quelque chose d'extrêmement exotique, parce que nos prix littéraires, évidemment, rien de tel n'est concevable en France. C'est tout à fait concevable, mais ça n'existe pas. Une autre caractéristique des prix allemands, d'ailleurs, c'est que, en dehors du prix Büchner, qui est attribué par l'Académie allemande, mais l'Académie allemande n'est pas l'équivalent de l'Académie française, parce qu'elle est beaucoup plus récente. En dehors de ce prix-là, les prix littéraires allemands ont une caractéristique que les prix littéraires français devraient sans doute imiter, et qu'on n'est pas jury d'un prix littéraire à vie, ça tourne. Alors on peut toujours dire que de prix en prix, c'est toujours les mêmes, mais ils ne sont pas toujours au même prix. Donc les lauréats des prix sont en général moins prévisibles qu'en France. Alors, ce prix donc, Bachmann de 1991 était donné à une romancière d'origine turque, Emine Özdanar, qui a été, et ça a marqué, je crois, une sorte de franchissement. J'avoue que je ne sais pas si elle a été traduite. Si le titre de son premier roman, ce serait « La vie », et c'est un titre gigantesque, « La vie est un caravansérail, elle a deux portes, je suis rentré par l'une et je suis sorti par l'autre ».
Et c'est un roman qui joue sur les clichés qu'on attend de la Turquie, de l'exotisme ottoman. Et en même temps, ces clichés sont exploités, sont mis à distance, donc ils satisfont quelque chose du public. On a reproché, après, d'autres auteurs turcs ont reproché à Özdanar de donner au public allemand l'image qu'on attend de la romancière turque. Mais en même temps, ce sont aussi des éléments d'identité. C'est aussi une manière de dire « je viens d'ailleurs, j'adopte une langue, l'allemand, mais j'y fais entendre un son, quelque chose qui n'aurait pas pu être écrit en allemand ». Depuis, beaucoup d'autres auteurs turcs de langue allemande sont devenus des auteurs importants. J'en cite simplement deux. L'un parce qu'il est traduit, l'autre je n'en suis pas sûr. Le premier qui est traduit, c'est Zafer Şenotsak, qui a été traduit beaucoup à l'Esprit des péninsules, qui lui vit entre la Turquie et l'Allemagne, qui a écrit des poèmes magnifiques, La mer verticale notamment, traduit, si je me souviens bien, par Timur Muhyiddin, à l'Esprit des péninsules, et qui tient un discours très intéressant, très intellectuellement mûr, sur la place des Turcs dans la littérature allemande, puisqu'il a remarqué une chose qui est intéressante, c'est que les auteurs turcs ont du succès en Allemagne à condition de se présenter comme turcs, c'est-à-dire de bien afficher le fait qu'ils sont turcs et de ne surtout pas se laisser prendre pour des Allemands. Et c'est en tant qu'étrangers qu'ils ont du succès. Et la critique ici porte juste. Elle porte aussi juste quand, et elle est douloureuse, quand Şenotsak écrit sur le fait que les Turcs et les Allemands ont au moins une chose dont ils devraient parler et dont ils ne parlent pas ensemble, selon lui, c'est leur responsabilité dans la mémoire de deux génocides, le génocide arménien pour les Turcs et bien entendu la Shoah pour l'Allemagne. Analyse lucide, assez corrosive, mais qui est extrêmement intéressante. Je citerai encore Feridun Saimoglu, qui lui est un romancier, dont un livre intitulé Leila est un roman assez magnifique, après des débuts qui étaient plus superficiels, enfin un peu plus, je dirais, une littérature un peu branchée, et dans ma bouche c'est pas forcément très laudateur, mais on peut aimer ça, hein. Il a fini par raconter l'histoire de sa mère. Leila, c'est sa mère qui, à 20 ans, un peu moins de 20 ans, est expédiée de Turquie en Allemagne pour épouser un homme qu'elle ne connaît pas parce que un Turc allemand a recouru au mariage arrangé, qui est la règle, et on ne lui demande pas son avis, on l'envoie vivre en Allemagne. Mais il n'y a pas que des Turcs dans la littérature allemande. Pour vous donner un peu une idée de l'étendue, je citerai Périclès Monioudis, qui est grec, Dante Andrea Franzetti, qui est italien, György Dalos et Teresia Mora, qui sont hongrois, Libus Monikova, qui est, si je ne me trompe, slovaque, Ilya Troyanov, qui est bulgare, ou Yoko Tawada, que nous avons publié, qui est un cas particulier, puisqu'elle est japonaise et elle a choisi la langue allemande, où elle offre aussi au public allemand une vision orientale, extrême orientale, sur la culture européenne, mais aussi une vision européenne sur sa culture d'origine, et en jouant sur ces deux identités, puisqu'elle est un cas, c'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler une littérature d'immigration, puisque Yoko Tawada poursuit deux œuvres indépendantes, sans se traduire elle-même, une œuvre japonaise et une œuvre allemande, indépendante. Quand ces livres allemands sont traduits en japonais, ce n'est pas elle qui les traduit.